Sarah Bélargoulet, bonjour. Bonjour, Bienvenue à l'université de Stockholm. merci. C'est la première fois en Suède? Oui, la première. D'accord. Alors, on a l'habitude de demander à nos invités de se présenter autrement, par un lieu ou un objet qui leur tient, qui leur tient à cœur. Donc, je pensais, si on commençait par l'objet, peut-être. Oui, alors voici un chausson d'escalade euh, que j'ai apporté avec moi dans ma valise puisque je fais beaucoup d'escalade et j'ai découvert une salle magnifique à Stockholm. Voilà. Et le chausson pour moi représente tout ce que représente l'escalade, c'est-à-dire... et j'aime bien cette idée que, en fait, les a priori sur l'escalade sont souvent très masculins, au sens où c'est arriver au sommet, avoir des gros muscles, etc. Mais en fait, l'escalade, c'est aussi très technique. Ça demande beaucoup de patience et d'humilité. Et ce que j'aime particulièrement dans l'escalade, c'est cette impression de danser avec la paroi. Parce qu'il faut vraiment placer son corps en fonction de notre partenaire qui est le rocher. Et voilà, Ah, c'est ce d'accord. qui me plaît là-dedans. Et tu as eu ce que je veux dire, des conquêtes de montagne ou de Euh, montagneuses, enfin, je sais ben, pas. je fais de l'escalade sportive, donc pas d'alpinisme, et donc Oui. je ne grimpe pas des sommets. Plusieurs endroits dans les Pyrénées, par exemple, en France, euh, entre autres. Voilà. D'accord. Ça, c'est un objet, c'est vraiment super, hein, très intéressant. Et, euh, et voilà, tu as des salles d'escalade Oui, que tu recherches. Ouais. oui, parce que bon, particulièrement en Estonie, il n'y a pas de montagne. Absolument pas, c'est un Oui. pays plat. Donc c'est plutôt en salle à l'intérieur. Mais sinon, quand je voyage, je suis toujours à la recherche de salles à découvrir. Et donc ici, c'était l'occasion et c'était vraiment une très belle salle. Donc j'étais très contente. Et sinon, quand c'est pas possible, parce qu'il arrive que quand on voyage, il n'y a pas accès à des salles d'escalade, j'apporte mes chaussures de course et donc je peux aller courir. Et c'est une autre manière de découvrir la ville que j'apprécie bien. Et donc, un lieu qui te tient à cœur, est-ce que tu... Alors, à Stockholm, avant même de venir, il y avait un lieu qui me tenait à cœur, que j'ai vu beaucoup en photographie. C'est le Parlement suédois, évidemment, grâce à notre activiste national, Ouais. Greta. Et donc, comme je suis très admirative de cette jeune Ouais. fille, que je la trouve extrêmement inspirante, je tenais à aller voir ce lieu, bon, qui est seulement symboliquement très fort pour moi. Avec l'eau, voilà, Oui, l'eau qui coule, etc. Tout à fait, exactement. en tout, les ponts et puis l'environnement. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ouais. Donc, je suis allée le voir hier, ce lieu. D'accord. Et donc, donc, tu travailles à l'université de Tartu, hein, en Estonie, en littérature contemporaine, Mhm. et plus spécialement, tu t'occupes des relations entre littérature et psychanalyse. Est-ce que Mhm. tu pourrais peut-être en dire quelques mots Oui. Alors, littérature et psychanalyse, effectivement, c'est un de mes intérêts de recherche. Et contrairement à ce qui peut avoir été fait beaucoup dans ce champ-là, plutôt que de seulement appliquer une lecture psychanalytique à la littérature, j'essaie de croiser les choses autrement. Et même dans l'idéal, un peu comme euh, l'a préconisé Pierre Bayard, ce serait de voir ce que la littérature peut dire sur le psychisme humain et donc améliorer ou en tout cas repousser les limites de la théorie psychanalytique. Et pour moi, j'ai travaillé pas mal avec un collègue psychanalyste. On s'est beaucoup intéressé à l'habité parce que lui travaille sur donc il fait une clinique de l'habité. Il a travaillé notamment avec des sans-abri. Et voilà, on s'est intéressé à comment la littérature peut montrer la manière humaine d'occuper l'espace
à travers le langage, puisque pour la psychanalyse, on habite d'abord et avant tout le langage. D'accord, donc l'habiter au sens aussi métaphorique, Oui, c'est-à-dire autant physiquement, bon, on occupe un espace et il ne faut pas confondre l'habiter et l'habitat, parce que souvent on se dit, bah voilà, j'habite un logement, j'habite une maison, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est tous les lieux dans lesquels on se déplace et c'est aussi effectivement métaphoriquement ou dans l'imaginaire notre manière de saisir et d'appréhender l'espace, de se positionner dans l'espace et aussi par rapport aux autres, parce que ça va ensemble. Il y a la question des langues aussi dans l'habitat en fait, hein, sur habiter. Est-ce qu'on habite une langue, plusieurs langues, comment est-ce qu'on se positionne? Oui, Oui. c'est vrai que le plurilinguisme est une question très intéressante par rapport à l'habiter, que je connais moins, mais oui, tout à fait. Alors ça c'est intéressant de croiser psychanalyse et littérature parce que aujourd'hui dans la théorie littéraire, enfin dans les théories littéraires contemporaines, j'ai l'impression qu'on a moins quand même ce regard hein, de croiser psychanalyse littérature, qu'il y a une méfiance grandissante à l'égard de la psychanalyse. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ce... Ou alors, je sais pas si... Bah, on peut facilement lier ça j'imagine, à la montée des sciences cognitives et effectivement à cette méfiance qui s'est développée par rapport à une explication qui ne serait pas biologique ou physiologique, puisque le discours de la science est très très important aujourd'hui. Après, évidemment, moi je suis persuadée que Ouais. la psychanalyse a toujours à nous apporter aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a une méfiance. Et je pense que même si la psychanalyse a déjà été beaucoup plus présente, la méfiance était là dès le départ. Enfin, Tout à fait. C'est vrai qu'il y a la résistance, il y a une histoire des résistances en fait à la oui, psychanalyse tout à fait. qui serait aussi à écrire de ce Mhm. point de vue-là. Et alors, dans tes recherches donc actuelles, quand tu croises, comment est-ce que tu procèdes? Est-ce que tu as un corpus? Est-ce que tu explores des... Très bonne question. Euh, alors, euh, j'ai travaillé dans les auteurs auxquels je me suis intéressée, j'ai travaillé notamment sur Jean Echnoz. Et donc, le tout premier article que j'ai écrit en collaboration avec ce collègue Frédéric Vinault de l'Université Côte d'Azur portait sur l'occupation des sols, qui est un court récit d'Echnoz. Et comme son titre l'indique, l'occupation des sols porte beaucoup sur la manière d'habiter Paris en l'occurrence, autour de l'image de la mer en fait. Et donc à cette occasion, on a étudié justement comment dans ce récit l'habiter se met en place et comment qu'est-ce que ça peut apporter au discours psychanalytique sur l'habiter et notamment en lien avec l'image qui est très importante. C'est l'image de la mer, une fresque peinte sur le côté d'un immeuble et que les deux protagonistes vont visiter puisque la mère est morte. Et voilà, donc le lien entre image et habité et aussi le deuil en fait, puisque il s'agit d'une histoire d'un deuil. Et voilà, qu'est-ce que l'image, quel est son rôle dans le deuil et comment il peut ou ne pas transformer la manière d'occuper l'espace. Alors quand tu travailles sur ces thèmes, hein, sur l'habiter, est-ce que tu travailles donc sur les pratiques de lecture, sur la réception, ou plutôt l'aspect biographique de l'auteur? Enfin, qu'est-ce qui t'intéresse plus particulièrement en fait Alors, j'ai plutôt l'habitude de m'intéresser à la réception des œuvres, à leurs effets, plutôt qu'à la partie création. Après,
je fais pas non plus d'analyse quantitative au niveau des lecteurs réels, par exemple. Et l'analyse des effets de réception passe évidemment par le texte, en fait. Donc c'est une analyse littéraire à l'aide de plusieurs outils, on va dire. Voilà, je sais pas si ça répond. Oui, non, c'est exactement sur les... non, parce que c'est intéressant. Parce que tu as travaillé aussi sur l'aspect thérapeutique, en fait, de la littérature. Quand tu étais à Toulouse, je crois. Si tu peux peut-être dire quelques mots sur cette expérience. Bien sûr. Oui, donc c'était pendant mes recherches doctorales à l'Université de Toulouse. Effectivement, donc ma thèse portait sur le potentiel thérapeutique de la lecture auprès de patients hospitalisés en psychiatrie. Et donc c'est là que je me suis beaucoup concentrée sur la réception, la lecture des œuvres. Et ma thèse comportait une partie pratique. Donc j'ai animé pendant 2 ans un atelier de lecture hebdomadaire à l'hôpital psychiatrique de Toulouse, qui consistait donc à lire avec les patients. Que dire de plus C'est-à-dire que, et les patients réagissaient sur les lectures Oui, alors l'idée c'était de leur offrir un cadre à la fois soutenant mais pas contraignant. Donc c'est eux qui choisissaient les textes qu'ils voulaient lire. Donc je ne voulais pas imposer... Bon, évidemment, ils avaient un choix limité parmi les livres que nous avions. Mais chacun choisissait le texte qu'il souhaitait lire ce jour-là. Lisait à voix haute un extrait aux autres et expliquait éventuellement pourquoi il avait choisi ce texte. Et ensuite, il y avait une partie écriture. Là aussi, au départ, je voulais vraiment laisser toute liberté et il n'y avait pas de sujet, mais comme c'était assez anxiogène pour certains patients, j'ai commencé à donner des directives très, très souples pour ne pas freiner la créativité. Et donc chacun écrivait un petit texte qu'on lisait ensuite aussi à voix haute. D'accord, un texte donc de création littéraire, quoi. De création. C'était pas un commentaire, c'était plutôt... Non. Ah oui. Il pouvait, effectivement, s'il le souhaitait, mais voilà. Creative writing, comme on dirait aujourd'hui. Oui. Et voilà, ensuite les textes sont conservés évidemment par l'institution, puisque l'idée des psychothérapies médiatisées par l'art, c'est que c'est quand même un dépôt en quelque sorte de souffrance. Donc ces œuvres-là ne sont pas publiées ou ne sont pas publiées, ne sont pas lues, elles sont pas destinées à être exposées dans l'espace public, même si c'est l'intime en fait, c'est ça. Ouais, c'est l'intime, c'est de la souffrance et c'est quelque chose de personnel. Donc contrairement à certaines autres pratiques d'art-thérapie, là il n'y a vraiment pas destin de ces œuvres n'ont pas destin à être exposées ou publiées. Alors, au sujet de l'intime, ce qui est intéressant, c'est que tu es venu donc à Stockholm à faire une série de conférences, dont l'une sur un livre de Simon Roy, Ma vie rouge, Kubrick, qui, là aussi, que c'est quand même assez intéressant, parce qu'il y a aussi un travail sur une souffrance psychique très très forte. Oui, Est-ce que tu pourrais dire quelques mots de ce livre qui est là? Oui, alors, ce livre, donc Ma vie rouge, Kubrick... parle effectivement d'une grande souffrance, d'un traumatisme qui s'étend sur plusieurs générations. Je vais peut-être gâcher le livre pour les lecteurs et les lectrices, mais en gros, il s'agit à la fois d'une expérience de réception du film The Shining de Stanley Kubrick. Donc le jeune Simon Roy Simon Roy adulte raconte comment lorsqu'il était jeune, il est tombé par hasard sur une scène de ce film qui passait à la télévision et qui l'a marqué très très fortement, alors que c'est une scène plutôt anodine, alors qu'il y en a d'autres qui le sont moins dans ce film. Et c'est seulement plus tard qu'il lira cette scène-là
à son histoire familiale qui comporte une tragédie terrible. Donc son grand-père qui a assassiné sa grand-mère et s'est ensuite suicidé. Et donc sa mère qui a beaucoup souffert de ce meurtre auquel elle a assisté avec sa sœur jumelle et qui malheureusement ne sera jamais capable de s'en sortir et fera 2 tentatives de suicide dont la deuxième sera Réussi. réussie, Oui, malheureusement. si on peut, ouais. Donc, effectivement, c'est un livre très intime, très personnel, et à la fois qui renvoie à toutes sortes de choses qui ont des résonances plus larges, on va dire, que cette tragédie intime, par rapport au film de Kubrick, par rapport à l'écriture aussi. Il y a certains passages qui mettent en abîme le processus d'écriture, la forme fragmentaire du récit. Voilà, donc c'est un livre passionnant. Mais alors ça, c'est intéressant parce que c'est un livre à la croisée justement de ce que tu dis, hein. C'est une œuvre littéraire et puis c'est une œuvre aussi qui correspond en fait à une tentative de compréhension, hein, d'une souffrance assez profonde, hein, transgénérationnelle, comme tu le décris. Est-ce que tu as trouvé d'autres œuvres de ce type-là dans un corpus ou qui sont à la fois, je dirais, à la jonction entre une écriture de l'intime, alors tu me diras, c'est peut-être large, hein, et puis une œuvre qui finalement transcende ce simple secret intime qui est lourd à porter, Oui, quoi. oui. Très bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres de ce type. Bon, on peut penser à tout ce qui relève de l'autofiction, que je n'ai pas travaillé précisément, mais peut-être une œuvre que je connais mieux, ce serait celle de Michel Tremblay, même si bon, il ne dit pas que ses œuvres de fiction sont intimes ou personnelles, mais ces récits autobiographiques montrent bien qu'il y a des liens entre ce qu'il écrit, même ses œuvres de fiction ou ses pièces de théâtre, et sa vie, où, alors dans la fiction, et je ne m'avancerai pas sur sa vie personnelle, et c'est pas... je crois pas que ce soit le cas, mais en tout cas dans sa fiction, c'est une tragédie familiale aussi. Oui. C'est un inceste fondateur qui va marquer plusieurs générations d'une même famille, avec, comme chez Simon Roy, un enfant un peu dépositaire de cette tragédie et qui va en souffrir évidemment beaucoup. Donc oui, cette œuvre serait celle qui pour moi renvoie beaucoup au secret, un secret qui est plus ou moins secret évidemment, mais... Non, bien sûr, il y a toute la tradition aussi des confessions intimes, etc. Mais je pensais ce qui est vraiment très intéressant dans ta recherche, c'est que autant l'écriture, enfin la relation psychanalyse et littérature à un moment donné a été plutôt concentrée sur la biographie de l'auteur pour voir l'aspect autobiographique, autant toi tu essayes de percevoir finalement la part d'intime peut-être aussi dans le texte qui de manière générale et en dehors en fait du simple aspect biographique. Oui, oui, définitivement. Pour plusieurs raisons, de simple respect, je dirais, pour l'auteur. Et puis, bon, peut-être comme chercheuse en études littéraires, c'est vraiment le texte qui m'intéresse plus que la personne derrière le texte, même si évidemment elle est très importante puisque c'est elle qui l'a écrite. Mais oui, j'essaie vraiment de partir du texte avant tout et de pas trop
faire la psychanalyse de l'auteur, justement. Parce que je dis ça parce qu'il y a une tendance, c'est vrai qu'en France, avec notamment les travaux de Philippe Lejeune sur le pacte autobiographique, il y avait cette idée de regarder ce que vos grands-parents ont écrit, et puis créer des associations, enfin parler un petit peu de ça pour peut-être réhabiter aussi la langue et essayer de trouver des espaces intimes, alors que finalement, dans les recherches, tout dépend aussi du corpus que l'on choisit pour pouvoir exprimer et comprendre en fait le processus aussi de création, quoi, en d'autres termes. Écoute, un grand merci d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de cette relation très spécifique entre littérature et psychanalyse. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir à l'Université de Stockholm. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.